Le ZAN, zéro artificialisation nette, au programme de notre débat. Je vous présente tout de suite mes invités. Thomas Utayakumar, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur du plaidoyer de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et Frédéric Viette, bonjour, bienvenue. Bonjour. Le président de Myrium, que vous allez nous présenter en quelques mots. C'est quoi Myrium ? Myrium, c'est une entreprise centenaire. Notre métier, c'est de s'occuper des bâtiments, mais dès lors qu'ils sont déjà construits. C'est-à-dire, finalement, on n'a pas de grue, on coule pas de béton, mais dès qu'un bâtiment est construit, en fait, il faut l'entretenir, et entretenir notamment toutes les installations techniques qui servent au chaud, au froid, à la sécurité, à plein de trucs. Et puis, il faut le transformer, parce qu'un bâtiment, en général, ça dure des décennies, des siècles, si tout va bien. Donc, évidemment, ça voit passer un nombre d'usagers, un nombre d'époques, d'attentes et de vie. Voilà, donc c'est ça nos métiers, c'est des métiers de terrain, on est 1700 personnes, dont 1500 globalement, techniciens de terrain, électriciens, chauffagistes, plombiers, couvreurs, etc. Voilà nos métiers. Et on va évidemment parler de la capacité à construire la ville sur la ville, parce que c'est l'un des débats autour de ce ZAN, ce zéro artificialisation nette, avec une loi de simplification de la vie économique qui a été votée le 15 avril, qui prévoit donc un assouplissement. Thomas Utayakumar, en quoi c'est un recul important pour vous ? Alors, c'était à la base un recul, mais ont été retoquées quelques mesures qui, sur le par zéro par le Conseil constitutionnel. Et une des mesures phares, c'était d'exempter l'industrie du ZAN, c'est-à-dire de faire en sorte que toute implantation industrielle qui, dans le texte, avait pour objet d'être exemptée du ZAN, finalement, ça n'a pas eu lieu, puisque le Conseil constitutionnel a retoqué ça. Le problème qu'on a aujourd'hui sur le ZAN, c'est qu'on a de très nombreuses dispositions qui visent à le détricoter de telle façon à ce que l'industrie, une partie du logement, ait de nombreuses dérogations et ne se soustrait pas justement à la logique du ZAN, dont l'objectif, je le rappelle, est de diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030. Alors aujourd'hui, on est en pleine canicule. Ça, c'est un vrai gros problème. Les sécheresses se multiplient et on oublie un des éléments très importants, c'est le sol. Le sol, c'est un compartiment vivant et qui a pour objectif justement de réguler le climat. Il va rafraîchir l'air, il va stocker du carbone, et donc le sol, ce n'est pas juste un support pour y mettre de l'industrie ou y mettre du logement. Le sol, c'est une matière vivante et dans laquelle il faut absolument que nos élus prennent conscience de l'importance de les préserver. Donc la vraie question qu'on va avoir aujourd'hui, c'est est-ce que le ZAN, c'est-à-dire dans sa disposition originelle, va finir par nous aider à préserver toutes nos ambitions pour préserver ces sols et en même temps de concilier nos enjeux de souveraineté agricole, nos enjeux de souveraineté industrielle, et puis bien sûr, dans un moment où des centaines de milliers de personnes sont mal logées, enfin n'ont pas de logement et des millions de personnes sont mal logées, il va falloir prendre ce sujet à bras-le-corps. Oui, parce qu'effectivement, l'un des arguments qui est donné par ceux qui défendent l'assouplissement du ZAN, c'est de dire, notamment il y a certains élus, de dire, écoutez, on est en pleine crise de logement et le ZAN empêche de relancer le logement. Vous pourrez nous répondre là-dessus. Il y a effectivement cette logique de construire sur ce qui existe déjà. Comment ça se met en œuvre ça, et est-ce que c'est encore marginal finalement ? En tout cas, ça doit s'accélérer. En tout cas, je pense qu'il y a un potentiel massif. C'est vrai que pour le logement, moi je trouve que ZAN ou pas ZAN, le problème du logement, il est hyper concentré dans les grandes métropoles. Le déficit de logement, si je dis que c'est un gros quart en Île-de-France, je rajoute la dizaine de métropoles françaises principales, vous avez 3/4 du déficit de logement. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet de métropole. Dans les métropoles, on a déjà des gens qui font 1h30, 2 heures d'embouteillage et de trajet le matin pour aller au travail qui est dans les villes, et en particulier tous les gens qui font les métiers essentiels, dont des gens dans mes équipes. Donc, pour des très bonnes raisons de ZAN et de protéger ces ressources limitées que sont le sol, mais aussi pour des raisons de vie, etc., l'étalement urbain sans limite, mais personne n'en veut. Donc, il faut effectivement utiliser ce qui a déjà été artificialisé ou construit. Le gisement, il est là. Donc il y a des friches, il y a des bâtiments existants qu'on peut rénover. Si on se donne juste quelques chiffres, les friches, que ce soit des friches anciens sites industriels, friches ferroviaires, etc. Bon, peut-être de 2500 hectares, ça fait 25 millions de mètres carrés. Disons que ça peut
correspondre à 300 000 logements potentiels. Les surfaces de bureaux vacants, à peu près 6 millions de mètres carrés là aujourd'hui en Île-de-France. Si je prends le logement moyen, disons qu'on est sur 70 000 ou 80 000 logements. Puis vous rajoutez tout le potentiel en densifiant, en surélevant, en divisant certains logements, parce qu'on a besoin aussi d'aujourd'hui de logements moins grands avec les familles monoparentales. Donc, le gisement, la mine urbaine et tout, elle est là. Bon, alors pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi ça se fait pas, ou pourquoi ça se fait à une vitesse d'escargot ? Parce que il y a tout un tas d'obstacles. Il y a des obstacles basiques de coûts. Moi, je compare souvent à la fast fashion. C'est pareil, un peu moins vite, mais c'est pareil. Ça coûte plus cher de faire un travail de dentelle, de dépollution d'un sol, de transformation d'un bâtiment existant, où vous ouvrez, vous tombez sur de l'inconnu à chaque étage. Alors que vous faire un bon cube basique, c'est plus rapide, moins chiant, moins d'aléas, moins cher. Bon, donc ça, c'est le premier obstacle. Il y a tout un tas de normes qui n'étaient pas prévues pour ça. Vous avez un bâtiment, il a un permis de construire pour être tertiaire, pas pour être un logement, dans une zone qui, dans le PLU, etc. Et puis, vous avez les maires qui ont, aujourd'hui, en l'état, plus d'intérêt financier. Un bureau rapporte plus qu'un logement qui rapporte rien et qui coûte en équipement public. Bon, il faut attraper tous ces obstacles un par un pour pouvoir accélérer et faire cause nationale de cette transformation. Pourquoi vous dites, Thomas Hutayakumar, que le ZAN, même si on a bien compris, la décision du Conseil constitutionnel, limite un peu la casse par rapport à la perte d'ambition, pourquoi vous dites que l'assouplissement n'est pas une solution à la crise du logement ? Bon, si je rebondis déjà sur ce qui vient d'être dit, sur le logement, c'est les 2/3 de l'artificialisation. Et ce qui est très intéressant dans la logique de construire la ville sur la ville, c'est de se dire, finalement, beaucoup nous disent que le ZAN est incompatible avec la création de logements. C'est le discours des élus qui ont combattu le ZAN à l'Assemblée. Le problème, c'est que la crise du logement est bien antérieure, en fait, à la fabrication du ZAN qui date de la loi Climat et Résilience de 2021. La crise du logement, c'est des logements qui sont peu abordables, c'est des logements aujourd'hui qui sont vacants. On a aujourd'hui 1,2 million de logements vacants de plus de 2 ans. On a de plus en plus de résidences secondaires, des millions, avec beaucoup de multipropriétaires. On a beaucoup de bureaux vacants, des millions de mètres carrés, comme ça vient d'être dit. Et donc finalement, utiliser d'abord ce gisement, c'est raisonner en intelligence pour ne pas artificialiser de nouveaux milieux naturels, c'est-à-dire les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc le logement, dans un moment où des millions de personnes sont mal logées, il faut tenter de concilier l'utilisation de ce gisement et la préservation des sols qui sont capitaux, mais même pour nos activités économiques. Sur la décision du Conseil constitutionnel de dire non, l'industrie n'a pas à être exemptée dans ce texte-là, parce qu'il a été jugé un peu comme cavalier législatif. L'industrie aujourd'hui, l'idée du secteur, c'est de dire on a des besoins industriels, on doit créer de l'emploi, et pour ces besoins de souveraineté, on doit se soustraire du ZAN. On est trop enquiquiné finalement par le problème. La question, c'est de se dire, avec ces 150 milliers d'hectares de friches industrielles, on peut en utiliser déjà une partie, notamment pour le logement ou pour l'industrie. Et c'est ça, finalement, la direction qui devrait être prise. Et c'est ça qui est capital aujourd'hui si on veut réussir, justement, ce ZAN. Un chiffre qui c'est une source février 2025 à Grèce, qui nous dit que la part des sols artificialisés en France, entre 82 et 2022, sur 4 décennies, a augmenté de 66%. Est-ce que cette tendance, elle est régulière? Est-ce qu'elle s'accélère? Qu'est-ce qu'on peut en dire de la tendance de l'artificialisation? On est autour de 20 000 hectares artificialisés chaque année, avec une légère diminution ces dernières années, mais le rythme qu'on devrait respecter, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc c'est pour ça que tous ces secteurs d'activité, que ce soit le logement et l'industrie, qui prennent une très grande part de cette artificialisation, doivent être raisonnés dans une compatibilité ZAN. Et rien que sur l'industrie, il y a des travaux récents qui montrent que les besoins en matière d'implantation industrielle, c'est autour de 22 000 hectares d'ici 2030, dont une partie
c'est de la réutilisation de friches, c'est de la densification douce, comme ça avait été dit, et puis une partie, évidemment, qui sera artificialisée. Donc la manière de concilier ces enjeux-là, elle est primordiale, mais aussi pour l'agriculture, parce que n'oublions pas que l'artificialisation, elle grignote d'abord des surfaces agricoles. Et dans un moment où on nous parle beaucoup de souveraineté alimentaire, être dépendant progressivement des importations, c'est clairement pas un tableau gagnant-gagnant. On parle de réglementation. Est-ce qu'elle favorise suffisamment la rénovation aujourd'hui, la réglementation Non, pas suffisamment. La rénovation coûte plus cher. Il faut des formes de circularité pour que ce soit le neuf qui, in fine, coûte plus cher et que la rénovation soit accompagnée de plein de manières possibles. Alors, quelle manière? Moi, je ne suis pas faiseur de réglementation et expert là-dedans, mais c'est incontournable et ça doit être assez massif et ça doit être accéléré. Vous demandiez, est-ce que ça s'accélère, ces tendances? Cette artificialisation, oui. L'artificialisation, elle est très liée au changement de besoin. Elle est liée parce que, on n'a plus trop de bureaux, mais il faut plus de logements. Et c'est plus rapide de construire des nouveaux logements. Alors on trouve une solution rapide, on artificialise. Plutôt que de transformer les bureaux en logements. Parce que c'est plus long. On est sur un monde dont les ruptures s'accélèrent. Que ce soit l'IA, que ce soit le post-Covid, etc. Donc moi je pense que les vitesses de rotation, donc ça veut dire quelque part un immeuble qui arrive en fin de vie ou qui répond plus à un besoin, je pense que ça va plutôt s'accélérer. Donc je pense que c'est absolument indispensable qu'on arrive à vider le réservoir aussi vite qu'il va se remplir. Et dans tous les domaines, ça ne se fera pas sans vraiment un commando normatif pour rendre ça plus facile, pour le rendre intéressant pour tous les décideurs. Ça, c'est important parce qu'il faut aussi décentraliser. Les sujets, ils n'ont rien à voir. Là, je parle logement dans les métropoles, mais si vous avez une usine qui doit s'implanter dans un territoire et qu'il faut 5000 logements supplémentaires à côté, là, il n'y aura probablement pas la mine urbaine. Donc, il faut pour ça de la décentralisation et de la décision intelligente par les gens qui connaissent leur territoire. Un dernier mot, Thomas Huttier-Guimard, peut-être très, très pointu sur transformer un immeuble de bureau en logement. Pourquoi c'est si lent, pourquoi c'est si compliqué? Déjà parce qu'on a des multipropriétaires, l'agencement est complexe, finalement on se retrouve avec des bureaux à changer en logement, donc c'est pas simple, et puis il faut pas se voiler la face. Ça coûte de l'argent. En fait, la rénovation de l'existant, c'est très cher. Donc, oui, c'est très cher, mais à côté de ça, il y a des bénéfices sur le long terme qui seront notables en matière de préservation des sols, et puis surtout, en matière de préservation des sols, bien sûr, mais surtout de limitation de l'étalement urbain, dans lequel... L'étalement urbain, il coûte cher, finalement. Alors, l'étalement urbain, il coûte aussi cher. Donc, finalement, c'est un peu une sorte de balance à peser entre rénover l'existant, c'est très cher, mais l'étalement urbain, c'est très cher aussi, parce qu'il y a le raccordement, et puis il y a toutes les pertes, par exemple, de zones agricoles, et puis le grignotage de surfaces supplémentaires. Donc, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que dans ces enjeux de coûts, il va vraiment falloir faire en sorte, justement, que dans la rénovation de l'existant, on a un accompagnement des collectivités, et puis on a des travaux qui ont été faits là-dessus, justement, sur révision de la fiscalité des dotations, pour accompagner les collectivités aussi à mettre en œuvre ce ZAN. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. Mais on va rester dans le secteur de l'immobilier, de la construction avec Pascal Chazal, défenseur, promoteur des constructions hors site.